Et salut tout le monde. Nouvelle vidéo où on va parler de 3 sorties horrifiques récentes. On va parler enfin d'Obsession. Vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur la question. Vu le phénomène qui a été le film, bon ça m'étonne pas vraiment, mais c'est vraiment un des films que vous m'avez le plus demandé, je pense, de toute l'histoire de la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de Obsession, on va parler de La Momie de Lee Cronin, et on va parler... Là je me suis rendu compte que non. Et de Leviticus, film australien qui est sorti il y a pas longtemps. On est parti. I love you! Alors, j'ai bien peur de pas être méga original sur la question, mais j'ai beaucoup apprécié Obsession. Il est admirablement exécuté, ce film. Je pense que si on n'aime pas, c'est vraiment parce qu'on n'aime pas sa proposition de base, mais pas son exécution, qui elle est juste exactement ce dont le film a besoin pour être ce qu'il essaie d'être, quoi. L'écriture thématique dans le scénario est très finement disséminée, très bien architecturée dans l'ensemble du scénario, sans que le film ait besoin de te mettre sa note d'intention dans la gueule, en mode « mais t'as vu ma grosse thématique ?» Ce qui est très souvent le cas aujourd'hui dans beaucoup de films, et notamment beaucoup de films d'horreur qui sont tous axés notamment autour de la dimension thématique du trauma, et qui vont utiliser ça comme vraiment un gros panneau pour le film, en mode « regarde bien !» Et Obsession le fait beaucoup plus subtilement, te laisse beaucoup plus la place d'aller y chercher ce que tu as envie d'y chercher, et de voir tous les indices thématiques et narratifs qui sont disséminés. Le papa de Curry Barker, le réalisateur, son papa s'appelle Jeff Barker et c'est un scénariste lui-même. Je le suis sur Instagram et c'est assez marrant parce qu'il est méga fan de son fils et méga fier. Du coup il est en mode Cocorico, Curry Barker. Pas pourquoi je dis Cocorico, mais vous avez compris. Et il fait notamment des workshops d'analyse de scénarios, toutes sortes de scénarios, mais il a fait une série sur le scénario de Obsession en décortiquant comment il a été écrit. Et forcément c'est un scénario dont il a suivi un petit peu la gestation, étant le papa et le conseiller, on va dire, de Curry Barker. Donc si cet aspect-là vous intéresse, je vous encourage à aller voir ce que fait Jeff Barker sur les réseaux. C'est assez intéressant. Le truc c'est que Obsession, l'essentiel de la discussion, c'est axé, à raison, autour de tout ce qu'il raconte, ses thématiques, sa manière de saisir l'air du temps, toute sa dimension de conte un petit peu tordu. Et j'ai finalement vu assez peu de gens parler de son aspect visuel. Alors déjà, le travail sur la photo est vraiment chouette. Le choix du format, c'est du 1,5 sur 1, donc c'est un format qui est, entre guillemets, il est pas carré, mais voilà, qui fait un petit peu format vignette. Ça, plus la musique qui est très éthérée, ça renforce un petit peu cette idée que le film, il y a une nostalgie dedans, comme si le film captait des souvenirs plus que ce qui était montré directement face à lui, quoi. Donc ça crée, tout ce travail sur la photo crée une ambiance vraiment particulière. Mais le truc qui m'a vraiment surpris par rapport à ce que fait le film visuellement, c'est que généralement, quand un réalisateur fait son premier long métrage, il a envie de flex. Un premier long métrage, le réalisateur, généralement, il va dire « Regarde mon mouvement de caméra, regarde, putain, c'est fou, regarde ce que j'ai fait là, et putain, t'as vu mon biceps ?» C'est tout à fait humain, t'as envie de faire tes preuves. Et ce qui m'a vraiment surpris sur Obsession, c'est qu'il n'y a pas du tout cette dimension-là. Après, c'est un film donc qui a coûté extrêmement peu cher, il a coûté moins d'$1 million. Son budget officiel, c'est 750 000 $. C'est rien, c'est le budget catering sur un film Marvel pendant un jour, quoi. Donc je pense que déjà avoir un si petit budget, ça a encouragé Curry Barker à aller droit au but, à être assez minimaliste, on va dire, dans sa manière de réaliser le film, et pas avoir « oui, là on va mettre un plan grue, et là on va faire ci, et là on va faire ça ». Non, là on va juste vraiment droit au but, il n'y a pas le choix, faut être minimaliste. Et Obsession, c'est le royaume du champ contre champ, avec quelques plans larges ici et là pour juste établir l'action où elle se passe et quand t'as plusieurs personnages qui, par exemple, sont en train de sortir d'un bâtiment. Mais Obsession, c'est essentiellement des gens qui discutent dans des endroits fermés. Et c'est des tunnels de discussion, et ce film, c'est le royaume du champ contre champ. Et j'étais en mode, ah tiens, c'est surprenant, parce que généralement, le champ contre champ a mauvaise réputation. Le champ contre champ aujourd'hui, il est surtout associé à la paresse dans la manière de filmer une discussion. Mais c'est pas un problème en soi, le champ contre champ. Le problème, c'est ce que la plupart des séries et des films en font, en mode il faut entrer de l'image, on va pas faire 12 000 trucs de mise en scène très pensés, non, on va juste filmer une discussion comme si tu regardais deux personnages et que tu tournais la tête chaque fois que quelqu'un parle, quoi. Et généralement, le montage d'un champ contre champ, tel qu'on le voit souvent, c'est un montage très confort.
C'est juste vraiment illustrer les gens qui parlent et ça dit pas grand-chose. Les choix de plans, il y a pas quelque chose de particulier dans la manière de regarder la scène. C'est vraiment juste comme si tu tournais la tête. Et cette rythmique, généralement des chants contre chants, on la connaît par cœur. Même inconsciemment. Tu vois un personnage qui est en train de parler et juste avant qu'il finisse sa phrase, parce que généralement la rythmique de la phrase et la rythmique de la réplique est tellement prévisible qu'on va naturellement avoir envie de tourner la tête vers l'autre personnage pour saisir juste la fin de phrase de l'autre et voir le personnage commencer à parler. You feel like you're supposed to be somewhere else. Et du coup, c'est en fait des mécanismes qu'on connaît vraiment par cœur et qui rendent la plupart des chants contre chants assez chiants et assez synonymes de paresse. Sauf que, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, le chant contre chant, ça peut être utilisé de manière super inspirée. Je reprends chaque fois l'exemple, mais c'est vraiment un des exemples les plus parlants. C'est ce que les frères Cohen ont toujours fait dans leurs films du chant contre chant, pour capter en fait l'inattendu des réactions. Et justement, c'est ce que Curry Barker a toujours fait. Notamment dans la chaîne YouTube qu'il a avec son pote, dont le nom m'échappe. C'est cette chaîne YouTube qui s'appelle That's a Bad Idea, où ils ont proposé des courts-métrages, notamment horrifiques, réalisés par Curry Barker, mais aussi beaucoup de petits sketchs. Fuck. What the fuck? Stop. No, embrace What the it. fuck? That's Who real. is that? Yo, what's up, man? Où ils jouent tous les deux, généralement des personnages où il y en a un qui fait un truc super chelou, et en fait il y a un effet boule de neige dans le chelou, qui fait que tu suis vraiment la situation qui se détériore et qui devient de plus en plus folle. Et en fait, tout le comique et tous les effets et toute l'approche du montage qu'a Curry Barker, elle s'est axée autour de, en fait, un langage de la réaction. Et c'est un truc qu'on ressent aussi pas mal dans Obsession. Il y a pas mal de moments qui sont montés de manière assez classique en termes de chant contre chant, qui sont assez conformes, mais il y a aussi beaucoup de moments, si vous le revoyez, où vraiment ce qui guide le montage et ce qui guide en fait notre regard en tant que spectateur, c'est vraiment se focaliser sur ce qui est en train de se passer dans les visages des gens qui sont en train de réagir et en train d'écouter. Et ça, c'est assez cool parce que dans un contexte où souvent ce qui est considéré comme visuellement intéressant est toujours axé aujourd'hui autour de la performance, du prétendument jamais vu, de quelque chose de plus, où on te vend en fait vraiment du flex, là, se réapproprier un langage aussi basique et arriver à y insuffler de la personnalité assez subtilement comme ça, bah ça fait plaisir. Et c'est pas juste une question de montage, il y a aussi le cadrage. Il y a très peu de très gros plans dans le film. Les cadrages des chants contre chants isolent souvent les personnages, ils sont un petit peu éloignés dans le plan, ils ont l'air peut-être paumés au milieu du cadre, et souvent ils sont vraiment centrés de manière assez symétrique. Je pense notamment à la première scène quand il y a Bear, le protagoniste, qui est en train de parler à son pote dans le diner, là. Leurs têtes sont tellement centrées dans le plan que quand tu passes d'un chant au contre-chant, les deux têtes sont au même endroit. Ça donne presque l'impression que Bear est en train de se parler à lui-même. Et c'est assez bizarre, mais ça marche bien, je trouve, parce que cette symétrie-là, dans les plans, cette construction des plans, ça donne un côté assez satisfaisant, parce que la symétrie, c'est assez satisfaisant. Mais ça commence à créer cette atmosphère un peu lancinante, un peu bizarre, parce que ça donne vraiment l'impression que les personnages sont prisonniers, sont pris au piège du centre du plan, quoi, qu'ils peuvent pas s'en échapper. Ce qui pose, bien sûr, ce qui va arriver plus tard dans le film, quoi. Un truc que je trouve aussi assez appréciable, c'est que Barker se tient à ses plans. Il a confiance dans ce qu'il filme. Le bougre. Par exemple, la scène où Bear fait son vœu et où Nikki devient un freaky Nikki, elle commence à être possédée et elle tourne autour de la voiture. Il y a cette espèce de moment un petit peu bizarre où ils sont en train de prendre conscience de la bizarrerie de ce qui est en train de se dérouler. Elle tourne autour de la voiture et à un moment elle se plante à côté de Bear et la caméra reste dans la voiture. Là où n'importe quel film aurait coupé sur un plan extérieur du visage de Nikki qui est comme ça, là on reste dans la voiture, on voit juste le corps de Nikki qui est... Et ça paraît con comme ça paraît un détail, mais ça veut dire beaucoup. Dans un contexte où l'essentiel de ce qu'on voit est illustratif, se tenir à ce genre de plan en coupant le visage de littéralement ton actrice principale et ce qui est en train de s'y passer, ça montre quand même que tu sais ce que tu es en train de filmer. C'est un truc, c'est une réflexion que je m'étais fait en regardant The Chair, qui est un des courts-métrages que Curry Barker a fait. C'est un court-métrage d'horreur qui tourne autour d'une chaise possédée, grosso modo. Et pareil, quand je l'ai vu, mon premier réflexe, c'était de me dire, oui, bon, enfin, il essaye pas des trucs ouf en termes de mise en scène. Et très rapidement, tu te rends compte que c'est parce que vraiment, il tire la bobine, il tire la ficelle d'un truc assez simple, mais il en exploite vraiment toutes les dimensions assez bien. Et il y a ce plan, un moment où deux personnages sont en train de s'engueuler, et la caméra reste sur la chaise, pour montrer qu'il y a une présence dans cette chaise et que c'est un personnage à part entière. Et plein d'autres films auraient fait un plan sur cette chaise où on les entend discuter hors champ, et ensuite en coupant sur le reste de la discussion entre les personnages. Et là, il se tient à ce putain de plan sur la chaise, en restant dessus. Après, il y a des manières, je disais que le film n'essaie pas de flex,
de manière assez évidente, mais il y a des moments où il essaie de le faire, ou qui sont un petit peu plus voyants, je trouve. Par exemple, toute la partie où Freaky Nicky traverse la chambre en se maintenant le pot de fleurs devant le visage. Là, tu sens que Curry Barker cherche le même. Il a dit plusieurs fois en interview qu'il était très conscient du fait de vouloir faire des trucs qui auraient l'air assez iconiques dans le film. Il y a des moments comme ça où tu sens vraiment que ça cherche le même, et les gens sur TikTok qui sont en train de se mettre des pots de fleurs devant la tronche, bon, ça n'a pas forcément besoin de ça. Mais pour le tout dernier point que je voulais aborder avant de conclure sur Obsession, il y a aussi le fait qu'apparemment il y a tout un monologue de Nikki qui a été enlevé dans le film. Un monologue dans la voiture quand elle évoque très rapidement la différence entre la romance et l'amour. Où Bear c'est pas la même chose, Nikki fait. Et du coup, là, en une petite phrase, tu dissémines, pouf, toutes les thématiques. Une des thématiques principales du film. Et apparemment, cette phrase était suivie de tout un monologue autour de cette thématique. Apparemment, Barker voulait le garder sous le conseil de son père et d'autres personnes dans la production, l'a enlevé. Heureusement qu'ils l'ont enlevé. C'est vraiment, enfin, je veux dire, le fait qu'elle évoque ça dans la voiture, c'est déjà, tout est là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, quoi, et certainement pas un monologue. Donc généralement, on a tendance à imaginer les décisions de prod et les coupes de ce type comme ouais, non, mais il ne respecte pas la vision du réalisateur. Non, voilà, ça c'est un exemple de coupe de production, coupe de prod, qui est bien vu, qui est juste bien vu. Et less is more. I just want my daughter back. Le deuxième film dont on va parler, c'est La momie de Lee Cronin. C'est l'histoire d'une famille américaine dont l'une des filles, en Égypte, est enlevée, elle disparaît. 8 ans plus tard, la fille est retrouvée, elle était dans un sarcophage. Les parents vont la réaccueillir dans le foyer, et il se trouve que cette fille est possédée par une entité. En fait, elle a été enlevée dans le cadre d'un rituel secret en Égypte pour qu'une famille / une communauté puisse survivre parce qu'ils sont pris par ce rituel auquel ils peuvent pas échapper. Bref. Lee Cronin, c'est un mec que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé son premier film, The Hole in the Ground, dont j'ai parlé dans un short sur la chaîne. J'ai bien aimé son Evil Dead Rise, malgré ses défauts. Je trouve que c'était un film plutôt cool, avec des vraies idées d'atmosphère, des vraies idées de mise en scène qui fonctionnaient. Et donc son La Momie, je l'attendais plutôt avec curiosité. C'est un film qui est produit par James Wan et Jason Blum, et apparemment c'est un film qui a été commandé à Lee Cronin, où c'est grosso modo James Wan qui lui a dit « Tiens, ça serait cool de faire un film sur La Momie, reprendre un petit peu cette mythologie-là, qu'est-ce que tu peux me proposer ?» Et Lee Cronin a fait je reviens !» Et il est revenu. Et il est revenu avec cette proposition qui est grosso modo un film sur la momie qui essaie de se débarrasser en gros de la mythologie de la momie, qui en fait juste un truc pour actionner le récit, mais grosso modo ce qui l'intéresse, c'est de faire un film qui est un mix entre L'Exorciste et Evil Dead. Comme ça a été dit plusieurs fois, mais en fait c'est vraiment exactement ça. Du coup tu te dis, un film de la momie qui a pas envie de s'emmerder avec la momie, pourquoi ? Mais pourquoi pas ? En même temps, quand tu vois ses précédents films, tu dis « Ouais, l'Exorciste mixé avec Evil Dead, pourquoi pas ?» Je ne comprends pas comment ce scénario a été greenlighté. Je ne comprends pas à quel moment James Wan a lu le scénario et s'est dit « C'est bon, on entre en pré-production, go !» C'est incompréhensible. Le film est perclus d'incohérences. Bon, ça ça arrive. Il y a d'autres films qui sont pas dégueux, où il y a plein d'incohérences et tu dis « Ah bon, voilà, c'est pas si grave que ça, tu fais un petit peu abstraction, suspension d'incrédulité, tout ça. » Là, les incohérences travaillent le concept même du film. Et ce pourquoi tu vas t'attacher ou non au personnage. Pourquoi cette famille garde cette gamine chez eux ? De bout en bout, le principe du film ne tient pas debout. La famille prend la gamine chez eux parce qu'ils vont la soigner grâce au pouvoir de l'amour, parce qu'un médecin leur a dit que médicalement, il n'y a rien apparemment qui tourne pas rond chez la gamine, sauf que la gamine ressemble à un deadite. Il n'y a rien de problématique physiquement, enfin, faut pas la laisser dans un hosto, que des professionnels prennent soin d'elle. Non. Et très rapidement, chez eux, bien entendu, elle se met à faire des trucs déjà chelous, et ensuite, très rapidement, qui deviennent dangereux, qui mettent en danger les parents, qui mettent en danger elle-même, qui mettent en danger ses frères et sœurs, et ils la gardent chez eux. Et il y a bien un moment où le père fait « Non, faudrait quand même que d'autres, des professionnels s'occupent d'elle, quoi, parce que nous, on peut pas, là. » Et la mère qui est bien entendu infirmière, comme dans 99% des films d'horreur, mère qui fait « Quoi, t'as pas confiance en ma capacité à soigner ma fille ?» Encore une fois, la gamine, c'est un deadite. La justification qui va faire que la mère veut pas ne plus s'occuper d'elle, c'est de la fierté. C'est pas possible, en fait. Tu ne peux justifier ça
que par le fait que les parents ou la famille, il y a quelque chose qui va relever de la folie. Petit à petit, les gens perdent la boule. Et c'est pour ça que la mère, en fait, qui est enfermée dans son chagrin d'avoir perdu sa fille et sa culpabilité, va sombrer dans la folie elle-même. Et si tu tisses ça de cette manière, là, ça devient beaucoup plus compréhensible, parce que le père est pieds et poings liés, il sait plus quoi faire, parce que si il prend la gamine et qu'il l'amène dans un hosto, ou il l'amène sous la protection professionnelle, on va dire, il sait pas ce que sa femme va faire, devenir une menace elle-même, malgré elle. Et ce qui est fou, c'est que n'importe quel scénariste raisonnablement expérimenté peut prendre ce scénario, passer 3-4 jours dessus, et juste poser des rustines pour rendre ce genre de truc moins idiot, et faire passer mieux la pilule. Ça veut pas dire que le film devient soudainement un modèle de cohérence, mais au moins tu sauves les meubles. Déjà en travaillant ce truc de plus le fait que tout le monde dans la famille est plus ou moins en train de perdre la boule, parce qu'ils sont au contact de cette espèce d'entité ancestrale, peut-être qu'elle a un effet sur eux aussi. C'est des choses qui sont vite fait montrées de loin, mais pas assez pour justifier quoi que ce soit dans le film. Ou même le fait qu'à la base, ils prennent un deadite chez eux, mais fais pas dire au médecin, non mais il y a rien de problématique avec elle physiquement. Et ensuite tu cuts sur le deadite. Fais en sorte que peut-être les médecins se chient dessus, ils ont peur. Ils la font à l'envers à la famille en disant non mais c'est bon, vous pouvez vous en occuper, parce qu'ils veulent que la famille juste dégage le deadite. Et là en plus t'en fais un truc sur les institutions qui prennent pas soin des gens et machin, et le cynisme. Comme ça les gens pourront élucubrer sur le sous-texte social du film. Voilà, déjà tu poses une rustine là-dessus. Enfin, pareil, à un moment, l'enquêtrice en Égypte qui appelle la famille parce qu'elle a trouvé un truc qui va permettre de résoudre la situation et qui dit « J'ai découvert un truc, j'arrive ». Elle prend l'avion depuis le Caire jusqu'aux États-Unis pour aller leur dire. Elle peut pas leur dire au téléphone ? Et tu dis « Mais pourquoi ?» Même si t'as besoin narrativement d'avoir un personnage qui va prendre l'avion, pendant ce temps, les gens sont en danger, ça crée une sorte d'urgence. Si tu veux justifier ça, je sais pas, coupe la ligne téléphonique, fais en sorte que la malédiction de la momie comprenne dans les options, couper la possibilité de communiquer à distance, ou qu'elle a une influence même sur la flic qui sait pas trop pourquoi elle agit d'une certaine manière alors qu'elle est elle-même sous l'influence un petit peu de ce qui est en train de se passer, cette espèce de chape de superstition. Je ne comprends pas comment ce film a été greenlighté en l'état. Vraiment, ça me fascine. Tu sens que ce qui a motivé le film à la base, c'est Lee Cronin qui imagine 3, 4, 5 scènes vraiment crades de mise en situation. Et effectivement, le registre du film, c'est le crade. Ça se ressent aussi dans la photo, qui bizarrement, la photo devient de moins en moins belle à mesure que le film passe. Et pourtant, thématiquement, il pose des pions qui sont pas inintéressants. Le fait que le père et la mère, il y en a un qui soit prisonnier du passé, l'autre qui est au contraire dans une fuite en avant vers le futur en disant « Tout va bien, je vais m'occuper de ma fille ». Enfin, il y a quelque chose, une dualité qui fonctionne bien, un conflit que tu peux poser comme ça. Le fait que celle qui a enlevé la fille, c'est elle-même une mère, qui est prisonnière de ce rituel malgré elle, qui la transforme en monstre, mais c'est pour sauver les siens. Ça aurait été facile de la montrer comme étant une victime elle-même, être plutôt quelqu'un de sympa en apparence, mais qui va faire ce truc parce qu'elle doit protéger les siens. Mais elle est aussi assez antipathique, il y a ce truc boogeyman, mais qui est pas poussé jusqu'au bout. Il y a un personnage intéressant qui se dessine, et sur toute la thématique du j'ai moi-même des enfants, mais je vais sacrifier ceux des autres. Mon empathie existe jusqu'à un certain point. Et ce truc de cynisme qui flotte derrière. Encore une fois, thématiquement, il y a des pions qui sont vraiment pas inintéressants qui sont posés, mais Lee Cronin refuse d'en faire un truc qui tient debout narrativement et qui permet juste de t'investir dans les personnages parce que en fait, toutes les 10 minutes, t'es en mode mais pourquoi vous faites ça, les gars ? They wanted us to be scared. Le troisième film dont on va parler, c'est Leviticus de Damien Ciarella, qui est un Australien. C'est un film qui est notamment produit par Causeway Film, qui est la boîte de prod derrière le Babadook, derrière les films aussi des frères Philippou, Talk to Me, Bring Her Back. Donc toute la nouvelle vague des films d'horreur australiens qui sont vraiment cool, qui ont une voix. Causeway Film, c'est vraiment un acteur important derrière cette vague-là. Et Leviticus, c'est le dernier film qu'ils ont sorti. Ça raconte l'histoire de deux adolescents homosexuels qui grandissent dans une communauté très très religieuse, borderline fanatique, à un âge où ils se découvrent eux-mêmes, ils découvrent le monde et où cette espèce de... ils devraient fleurir.
bah forcément, il y a tout le poids du fait de devoir rester clandestin dans cette communauté, le poids de la culpabilité qui est instillé par cette espèce de conditionnement dans lequel ils ont grandi. La communauté va se rendre compte de ce qui se passe et ils vont essayer, grosso modo, d'exorciser l'homosexualité hors d'eux. Et en fait, le prêtre qui est en charge de ça va techniquement leur coller une malédiction au cul. Il va leur faire en sorte qu'une entité les poursuive. Et le truc, c'est que cette entité prend la forme de la personne qu'ils aiment. Du coup, l'homophobie devient littéralement le boogeyman, la personne qu'ils aiment, donc l'autre, le protagoniste et l'autre protagoniste, devient une sorte d'entité qui, physiquement, les amoche, physiquement les poursuit. Un petit peu comme dans It Follows, le truc qui les poursuit, on n'est pas sûr de la menace, on n'est pas sûr que c'est la vraie personne, ou si c'est l'entité qui a pris sa forme. Du coup, ça a créé cette atmosphère de paranoïa. Et je vous conseille ce film. Stay the fuck away from me! You saw it, didn't you? Les acteurs sont vraiment, vraiment excellents. Le sound design du film, moi, il y a un jumpscare, un véritable jumpscare dans le film. Et moi, le sound design, ce jumpscare. Le travail sur la photo est vraiment, vraiment cool aussi. Il y a un côté à la fois cinématographique et naturaliste. Cinématographique au sens où il y a un vrai sens des cadrages qui ont de la gueule, où il y a un vrai sens de l'atmosphère qui s'en dégage, mais le travail sur l'éclairage notamment et la photo, c'est pas un truc surstylisé, surtravaillé comme toutes ces productions horrifiques Netflix interchangeables. Enfin Netflix, pas forcément juste sorti sur Netflix, mais vous voyez le type d'esthétique dont je parle, cette espèce d'esthétique surstylisée où t'as 12 000 sources de lumière qui n'ont aucun sens dans le contexte du film ou dans le contexte des scènes. Mais c'est censé être comme ça parce que c'est censé être cinématographique d'une certaine manière et c'est censé être joli avant d'avoir du sens. Et là, pas du tout. Tout le travail sur la photo est vraiment excellent tout en essayant de se faire oublier. Il y a un côté ultra naturaliste. Et c'est un truc qui est pas mal travaillé dans les films que produit Causeway Film. C'est un truc qu'on voyait déjà dans le Babadook, dans les films des frères Philippou. Ça développe vraiment une atmosphère commune à ces films, alors que c'est pas forcément le même directeur photo d'un film à l'autre et tout ça, mais ça crée une patte. Ça crée une patte sur cette vague de films australiens là, qui sont vraiment, vraiment intéressants. Comme c'est un film qui est assez peu connu et qui a été assez peu discuté, je vais pas en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler la surprise, une quelconque surprise. Le seul bémol que je pourrais apporter, c'est qu'on sent vraiment que l'influence de It Follows est, à certains moments, quasi écrasante. Le principe de base est très très similaire, jusqu'à la structure du film avec sa séquence d'intro qui pose un personnage qu'on va retrouver plus tard, qui va donner des clés pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. En plus, la scène d'intro qui commence littéralement dans une piscine qui est quasi identique à la piscine dans laquelle se déroule le final de It Follows. Donc c'est comme si le film te disait « Regarde, je prends littéralement la continuité de It Follows. » Mais un petit peu trop pour son propre bien, parce que c'est très compliqué de voir le film, si t'as déjà vu It Follows, sans constamment penser à It Follows. Ce qui se fait pas forcément à l'avantage du film. Mais voilà, en tout cas, particulièrement pour un premier long métrage, c'est chapeau, vraiment cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais terminer en vous parlant très très rapidement d'un très très chouette projet de court-métrage qui s'appelle Quelque part. C'est un projet qui est mené par Sébastien et Laura, qui sont un couple de créatifs qui sont très actifs dans la photo, dans les arts visuels, dans l'image en mouvement, et qui ont un lieu qui s'appelle l'Usine des Merveilles, où ils proposent des univers entiers et construisent des univers entiers faits à la main, qui sont d'une poésie, d'une beauté, qui fait vraiment vraiment plaisir. Et ils sont en train de produire ce court-métrage sur l'histoire d'un couple qui traverse le monde habitant dans cette maison juchée sur des pattes d'oiseaux. Si vous êtes sensible à ce que je vous propose sur la chaîne, je pense que c'est un univers qui va énormément vous parler. Je vous mets le lien vers la page Ulule parce qu'ils sont en train de faire un crowdfunding justement pour financer le court-métrage. N'hésitez pas à y faire un tour et si vous pouvez et si vous avez envie, leur filer un coup de main. C'est vraiment le genre de proposition, particulièrement en France, le genre de proposition visuelle avec énormément d'identité et poétique qui manque, je trouve. Du coup, si vous avez envie de voir un cinéma un petit peu autre, je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut encourager. Du coup, il reste quelques jours à peine pour finir la campagne de crowdfunding. Et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir avoir un maximum de pognon pour produire ce qui s'annonce vraiment comme un petit bijou. Du coup, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ça sera peut-être sur The Odyssey, peut-être sur Evil Dead Burn ou encore sur autre chose. Je sais pas pourquoi j'essaie de lever ce doigt. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.